À la une de cette session d'information religion, les étudiants de la première promotion de l'église évangélique Trône de la Grâce internationale ont reçu des diplômes le dimanche 16 avril 2017, jour de Pâques. C'est par un grand concert que l'église du plein évangile d'Abidjan de Plateau a clos la célébration de la Pâques 2017. Vous revivrez ce concert dans votre journal. En Afrique, le Zimbabwe fête ses 37 ans d'indépendance, mais la fête est un peu marquée par la crise économique. À l'international, le Royaume-Uni ira aux urnes le 8 juin prochain pour des élections législatives anticipées. Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de vous informer sur Béni TV, la chaîne des bénis au chapitre Religion. L'église évangélique Trône de la Grâce internationale a procédé le dimanche 16 avril 2017, jour de la Pâques, à une remise de diplôme aux étudiants de sa première promotion. La cérémonie a donné lieu à des moments de réjouissance. À l'occasion de la Pâques, les fidèles de l'église évangélique Trône de la Grâce internationale ont célébré le Tout-Puissant à travers un culte spécial le dimanche 16 avril 2017. Moment de réjouissance, de fraternité et aussi de partage de la parole. Les fidèles ont alors répondu nombreux à l'appel de leur leader. Ce temps de célébration a été symbolisé par des temps de louange. Pour la nourriture spirituelle qu'est la parole de Dieu, le soin a été laissé au pasteur Charles Nguessan qui était l'orateur principal de cette cérémonie. Dieu connaît quel danger, quelle obstruction, quelle opposition allons-nous rencontrer lorsque nous manquons de connaissance de la parole de Dieu. Osez dire, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque fois que nous expérimentons une destruction au niveau financier, cela est lié à notre degré d'ignorance. Chaque fois que nous expérimentons un manque, une destruction au niveau financier, cela est lié à notre niveau, notre degré d'ignorance. Notre objectif, c'est enseigner la parole de Dieu et montrer aux hommes comment accomplir leur destinée divine en Christ. Nous voulons montrer au peuple et aux nations que la parole de Dieu nous apporte la présence divine de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu en nous apporte la présence divine de Dieu. À la suite de cette belle ambiance, une articulation très importante de ce bon culte, c'est la remise des diplômes, moment mémorable pour les récipiendaires. Alléluia. Dans le cadre de la fête de la Pâques, toujours l'église du plein évangile située à Abidjan de Plateau a organisé un grand concert de musique le lundi 17 avril 2017. Ce concert a été suivi pour vous par Guylaine Conan. L'église du plein évangile des Deux Plateaux a organisé dans le cadre de la célébration pascale un concert dénommé 100% pour Jésus. C'est le groupe musical de l'église du plein évangile de Marcory qui offre les premières sonorités de ce concert. D'autres groupes musicaux et chantres tels que Francis Adjeboye et Boniface font montre de talent devant un peuple en effervescence. Et pour donner du poids à ce concert, une exhortation sur le sens de la Pâque a été faite par le pasteur principal, Georges Appia. Il nous donne ici les raisons de l'organisation d'un tel concert. J'ai compris par la révélation du Seigneur que la Pâque est une institution divine. C'est la première fête que Dieu lui-même a instituée et qui marque la libération du peuple d'Israël et de l'Église de Dieu.
parce que l'Éternel nous demande de commémorer cela et d'enseigner cela à nos enfants, nos petits-enfants. Et pour nous chrétiens, pour nous Église de Dieu, le mois dans lequel nous sommes constitue le premier mois de l'année. Si l'Éternel demande de perpétuer cela, ça veut dire que cela a un sens. Et que pour tout chrétien qui le sait, pour toute Église qui a la révélation de cet événement et qui le célèbre, qui le prépare, parce que l'Éternel dit que cela se prépare. 100% pour Jésus a été une réussite grâce à l'implication massive de toute la jeunesse. En témoigne son président. Nous sommes associés à cette festivité avec le groupe musical parce que nous avons, dans un premier temps, jugé utile de célébrer l'Éternel en ce jour férié où nous n'avons pas vaqué à nos occupations professionnelles et ensuite égayer aussi le peuple de Dieu. Trouver un moment de joie et de partage pour le peuple de Dieu. Et donc c'est ce qui a valu aujourd'hui cette manifestation et nous croyons que nous avons les objectifs ont été atteints, tous les attentes ont été remplis puisque le peuple de Dieu s'est amusé. C'est dans une atmosphère joviale que s'est achevée cette belle fête. Ouvrons à présent la page africaine de notre journal. L'activisme des groupes armés en République démocratique du Congo inquiète les Nations Unies. L'envoyé spécial de l'ONU dans la région, Saïd Djenit, a appelé le Conseil de sécurité à contribuer à la lutte contre les groupes armés. L'activisme des groupes armés illégaux dans la région des Grands Lacs inquiète l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région. Saïd Djenit a demandé au Conseil de sécurité et aux pays limitrophes de contribuer à la lutte contre les groupes armés en République démocratique du Congo. L'un des groupes qui inquiète particulièrement le haut fonctionnaire est le M23 qui aurait refait surface ces dernières semaines. Les activités récurrentes des groupes armés illégaux restent la principale menace à la sécurité de la population et à la stabilisation de la RDC et de la région. Nous devons continuer de promouvoir les efforts destinés à neutraliser les groupes armés illégaux, y compris les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR. La mise en garde de l'envoyé spécial intervient dans un contexte où la plupart des partenaires de Kinshasa demandent au gouvernement de respecter l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre 2016. La délégation estime pour sa part que le Conseil doit se garder de s'immiscer dans le conflit qui prévaut au sein du rassemblement. Conflit dont votre Conseil ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Plus tôt cette semaine, l'opposition congolaise a appelé à une manifestation contre le président Joseph Kabila afin de le pousser à quitter le pouvoir. Un appel qui a débouché sur des dizaines d'arrestations. Les troupes ougandaises engagées dans la lutte contre l'armée de résistance du Seigneur LRA vont bientôt se retirer de la Centrafrique dans le courant du mois de mai prochain. Suivons cet élément. L'armée ougandaise annonce son retrait de l'Est de la République centrafricaine. L'information a été donnée lors d'une réunion avec les autorités locales dans la ville d'Obo, moins de 3 semaines après la décision des États-Unis de mettre fin à la traque de Joseph Kony. À en croire le commandant des troupes ougandaises, ce retrait doit avoir lieu durant le mois de mai prochain, selon un calendrier qui n'a pas été communiqué. L'armée ougandaise a été déployée à l'est de la RC en 2009 à la suite d'une résolution de l'Union africaine. Son objectif était de mettre un terme aux exactions des éléments de l'armée de résistance du Seigneur qui ont fui l'Ouganda. Au bout de 8 ans de présence sur le terrain, la hiérarchie militaire de Kampala se dit satisfaite de la réduction des effectifs de la LRA à moins de 150 hommes. Un bémol tout de même. Joseph Kony, le patron de cette rébellion poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, n'a pas encore été arrêté. Le Mozambique, lui, est en guerre contre l'exploitation illégale de ses forêts. Les gardes forestiers mozambicains sont le plus souvent dépassés par un trafic qui se déroule même en période d'interdiction. À peine arrivés au poste de contrôle, ces inspecteurs forestiers mozambicains arrêtent un chauffeur. Il vient d'acheter quelques tonnes de bambou le long de la route pour les revendre, alors qu'il est interdit de couper ou de transporter du bois de janvier à juin. Le gouvernement a mis en place ce moratoire et beaucoup d'autres mesures depuis 2015 pour préserver les forêts riches en bois précieux. Mais les inspecteurs se sentent un peu dépassés. Quand la police n'est pas là, les camions ne s'arrêtent jamais.
Nous n'avons pas assez de moyens, pas assez de personnel. Presque tous nos inspecteurs sont concentrés dans les villes. Nous ne pouvons pas les envoyer dans les zones de coupe, là où il y a le plus d'infractions. C'est comme si nous avions les jambes coupées. L'exploitation illégale des forêts représente un gros manque à gagner pour le Mozambique. Presque un demi-milliard d'euros par an en taxes impayées. En mars, les autorités ont lancé une vaste opération coup de filet. 150 000 mètres cubes de bois ont été saisis dans tout le pays. Les 3/4 des entreprises inspectées ont reçu des amendes pour un total de plus de 2 millions d'euros. L'un des défis que nous avons, c'est que nous devons nous battre contre le crime organisé. Nous avons découvert que l'exploitation forestière illégale est souvent liée à d'autres trafics. Leur capacité à corrompre notre système est très élevée. Cet opérateur chinois affirme tout faire dans les règles. 5 inspecteurs de différents services assistent au chargement des containers destinés à l'exportation. Mais le plus souvent, le bois qui arrive en Chine n'est jamais officiellement sorti du Mozambique. Pour éviter la triche et soutenir l'industrie locale, il est désormais interdit d'exporter le bois en tronc, qu'il soit précieux ou pas. Il doit d'abord être transformé sur place. Je pense que c'est une bonne mesure, car cela va créer plus de travail localement. Mais tout le monde n'a pas la capacité d'investir dans les équipements. C'est la grosse difficulté. Les scieries et menuiseries auront du travail au moins ces prochaines semaines. Tout le bois saisi récemment va servir à fabriquer du mobilier scolaire. Mais pour certains arbres, comme le pao ferro, très prisé en Chine, il est sans doute trop tard. Ce bois rare est quasiment éteint. Comme annoncé dans les titres, le Zimbabwe célèbre les 37 ans de son accession à l'indépendance, mais cette commémoration est un peu ternie par la crise économique que connaît le pays. 18 avril 1980, 18 avril 2017, le Zimbabwe célèbre ce mardi le 37e anniversaire de son accession à l'indépendance, 37 ans sous le régime d'un seul homme, le président Robert Mugabe. Et cette année, les célébrations ont été placées sous le signe du recueillement en mémoire des héros de l'indépendance. L'indépendance et la liberté ne nous ont pas été servis sur un plateau d'argent. Des milliers sont morts, des centaines ont été mutilés et des biens détruits pendant la lutte de libération. En ce moment, nous devons célébrer la mémoire des personnes qui se sont sacrifiées. Nous devons également exprimer notre gratitude au président Mugabe pour son leadership exemplaire et sa vision dans la poursuite de la lutte armée qui a conduit à notre indépendance. Mais dans les rues d'Harare, comme à l'intérieur du pays, l'heure n'est pas à la fête. Il faut dire que cet anniversaire intervient dans une conjoncture morose. Le gouvernement en place est accusé d'avoir mis à genoux l'économie nationale. Ça ne peut plus continuer. Le chômage, la corruption, l'incompétence générale au sein du gouvernement local et national. Tout cela ne peut tout simplement pas continuer, alors que nous, citoyens, nous en avons assez. Nous, citoyens, allons nous battre pour nos intérêts. Nous ne laisserons tout simplement pas les choses se poursuivre de la sorte. Une grogne qui s'amplifie de jour en jour. Les anciens combattants, jusqu'ici considérés comme des soutiens indéfectibles du président Robert Mugabe, se sont dit prêts à lui tourner le dos. Pire, au sein même du parti au pouvoir, différents camps se disputent sa succession. Un basculement serait-il en train de se profiler? Pour l'heure, une chose est certaine, le président Robert Mugabe ne semble pas prêt à lâcher son fauteuil présidentiel. Il a d'ores et déjà été investi pour la présidentielle de 2018. Parlons à présent d'environnement. 2 jeunes Nigérians ont initié une excursion urbaine à Abuja. Une promenade dans la colline de Katampe permet d'explorer la capitale du Nigeria. Pour encourager le tourisme domestique au Nigeria, un jeune duo a créé un club de randonnée. Le club Adventure Strides réunit des groupes de personnes 2 samedis par mois pour faire de la randonnée le long des sentiers autour de la ville d'Abuja. Il a été lancé au mois de juin 2016 par 2 amis qui projettent vendre le concept. Tout a commencé avec une amie qui m'a invité à aller escalader une montagne avec elle. J'ai toujours aimé les aventures, donc j'étais partant. J'ai dit oui et nous sommes allés escalader la montagne. C'était en fin 2015. Et nous avons adoré. Ce fut une expérience formidable. La vue était incroyable et nous avons décidé d'y aller à nouveau, mais en invitant nos amis. Ils ont aimé et ont invité leurs amis et c'est ainsi que le club est arrivé à ce niveau.
Les membres participent à des excursions à travers les sentiers pendant que les organisateurs envisagent d'explorer les autres paysages diversifiés du pays. Tout d'abord, l'emplacement est parfait. Nous devons trouver un endroit qui est à la fois éducatif et bénéfique pour celui qui vient avec nous. Vous trouvez des choses uniques dans ce lieu que les gens voudront connaître. Quand vous participez à cette randonnée, nous vous mettons bien en garde sur ce que l'endroit a à offrir. C'est la raison pour laquelle nous les emmenons ici. Et l'expérience va de là. Les personnes créent leur propre aventure, nous leur offrons essentiellement cette expérience. Les fondateurs du club espèrent vendre Abuja comme destination touristique et ainsi offrir des possibilités d'emploi aux jeunes chômeurs. À l'international, des élections législatives anticipées auront lieu le 8 juin prochain au Royaume-Uni, a annoncé la première ministre britannique Theresa May. Ces élections sont censées conduire à une stabilité politique pendant les négociations sur le Brexit. Theresa May a pris tout le monde de court en annonçant la tenue de nouvelles élections. Après une réunion avec les ministres, nous avons décidé d'appeler à des législatives anticipées le 8 juin. Des élections dans moins de 2 mois donc, et dans un contexte tendu. Car il y a 3 semaines, Theresa May a déclenché l'article 50 du traité de Lisbonne, ouvrant ainsi la voie à la sortie du pays de l'Union européenne. Une sortie qu'elle souhaite négocier dans des conditions plus favorables. La Grande-Bretagne se prépare à sortir de l'Union européenne et il ne peut y avoir aucun retour en arrière. Westminster devrait être uni, mais au contraire, c'est la division qui règne. Nos opposants pensent, en raison de la faible majorité du gouvernement, que notre conviction va s'affaiblir et qu'ils pourront nous forcer à changer de direction. Ils ont tort. Avec ce scrutin anticipé, Theresa May cherche donc à renforcer sa majorité. Car à ce jour, le Parti conservateur ne dispose que d'une courte avance de 17 députés à Westminster. Le pari est risqué, mais les derniers sondages donnent une avance sans précédent au Parti conservateur. Côté opposition, le Parti travailliste approuve ces élections anticipées. Seuls les libéraux démocrates essaieront de barrer la route à Theresa May. Ils voient là l'occasion d'organiser un nouveau référendum sur le Brexit. Theresa May doit encore obtenir l'aval des 2/3 du Parlement pour valider la tenue du scrutin. Les Britanniques sont divisés sur la question de ces élections législatives anticipées et notamment les Londoniens qui ont largement voté pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. En annonçant mardi la tenue d'élections législatives anticipées en juin prochain, Theresa May a pris de court les électeurs britanniques et notamment les Londoniens, qui avaient largement voté pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. S'ils ne sont pas contre l'idée de retourner aux urnes, de nombreux électeurs pensent que la tactique de leur première ministre risque néanmoins de diviser plus encore le pays. C'était logique. Si vous disposez d'une avance de 21% dans les sondages, vous devez prendre le risque plutôt que d'avoir une courte majorité qui mette en pièces votre budget. Je pense que c'est une bonne chose, explique cet électeur. J'imagine que cela va rebattre les cartes concernant le Brexit et le fait que cela doive repasser devant le Parlement. Parce que maintenant, le pays va devoir de nouveau se prononcer. Largement en tête dans les sondages, les conservateurs espèrent sortir renforcés de ces élections. May a fait ça parce que l'opposition est très affaiblie et qu'il n'y a pas d'alternative crédible. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le pays. Je ne pense pas que cela va guérir le pays, dit cet homme. Ça va par contre aider le gouvernement. Je pense que cela pourrait diviser plus encore le pays. D'après les premières projections, les conservateurs pourraient gagner une 50aine de sièges. L'organisation de ces élections doit encore être validée par Westminster. En Italie, le petit village de Sant'Alessio qui s'est vidé de ses habitants revit aujourd'hui grâce à l'accueil des réfugiés et demandeurs d'asile. 330 âmes vivent dans ce village, dont des dizaines de migrants venus d'Afrique et du Moyen-Orient. Un terrain de foot et une salle de gym flambant neuf. Tout ceci n'aurait jamais été possible sans l'arrivée de dizaines de migrants à Sant'Alessio in Aspromonte. Car comme beaucoup de villages de Calabre, une des régions les plus pauvres d'Italie, ce petit bourg s'était vidé de ses habitants partis travailler au nord.
En 2013, Sant'Alessio a décidé de faire partie d'un réseau d'accueil de migrants en mettant notamment à leur disposition des appartements. Depuis, des dizaines de personnes venues du Ghana, d'Irak ou encore du Nigeria ou du Mali sont passées par ce village. L'action que nous avons mise en œuvre est une action humaine et humanitaire. C'est la chose la plus importante. Ensuite, je ne cache pas que ce genre d'accueil des réfugiés et des demandeurs d'asile a des retombées importantes. Il y a plus de vie dans le centre de notre petit village. Des retombées économiques aussi. En tout, 16 personnes ont trouvé un emploi dans le village lié à l'accueil de ces réfugiés. Cours de langue ou de menuiserie, Sant'Alessio a également pu garder un médecin et une école indispensables à sa survie. Un village à taille humaine, une chance également pour tous ces migrants souvent passés par de gros centres d'accueil d'urgence avant d'atterrir ici. Avant, quand j'étais dans le camp de Mineo, j'étais tout le temps inquiet. Trouver à manger était un problème. Si vous aviez besoin de médicaments, c'était un problème aussi. Ici, vous appelez, il y a le médecin. Les habitants voient d'un bon œil l'installation de ces migrants et parce qu'ils l'ont eux-mêmes souvent vécu, ils comprennent les difficultés du déracinement. Antonio Sacca a passé 54 ans loin de chez lui, à Turin, où il travaillait. Ils se comportent bien. Ce sont de braves gens. Si on a besoin de travailler la terre, on les appelle. Ils viennent et bien sûr on les rémunère. Ils se rendent utiles. L'État verse jusqu'à 45 € par jour et par personne. Sur ces 45 €, les migrants en touchent 4 par jour pour manger et un peu plus de 10 par semaine d'argent de poche. Le reste paie les loyers, les salaires et les services. Une bouffée d'oxygène pour le sud de l'Italie. 4 villages à proximité de Sant'Alessio ont d'ailleurs décidé de suivre son exemple. Parlons à présent d'environnement pour refermer ce journal. Une mission scientifique française cherche les clés de la survie des coraux dans les eaux du Pacifique et leur salut pourrait se trouver dans les petites criques des îles volcaniques du Japon. Suivons cet élément. Les clés de la survie des coraux pourraient bien se trouver au Japon, dans les eaux de l'île volcanique de Shikine, à 160 km de Tokyo. Partie de France, voilà un an que la goélette scientifique Tara sillonne le Pacifique pour analyser les récifs coralliens menacés de disparition par le réchauffement climatique. Alors ça fait 20 ans que je travaille sur les récifs coralliens et pendant ces 20 ans j'ai vraiment observé un déclin du corail avec des taux qui vont de 50 à 80% de déclin du recouvrement corallien. Et ça c'est valable que ce soit dans le Pacifique ou dans les Caraïbes. Le corail est animal. Sorte de petite méduse, il bâtit son squelette à l'extérieur de son organisme pour former à raison d'1 centimètre par an d'importants récifs. Principalement situés dans les zones tropicales, les récifs coralliens couvrent moins d'1% de la superficie des océans, mais ont une importance majeure. Ils abritent un tiers de la biodiversité marine. Un récif corallien, il se compose non seulement du corail, mais également de poissons, mais aussi du plancton. Et tous ces éléments constituent l'écosystème récifal. Et justement, aucun élément, l'un sans l'autre, ne peut fonctionner correctement. Ça participe justement à l'équilibre de cet écosystème. Mais cet équilibre est fragile. L'augmentation de la température des océans liée au réchauffement climatique provoque le blanchissement et la mort des coraux dans les tropiques. On a espoir qu'éventuellement les coraux pourraient migrer vers les pôles. Donc, par exemple, le Japon est vraiment dans cette zone de transition entre récifs coralliens et zones tempérées. Donc là, on aperçoit que les températures montent dans toute la zone et donc qu'il pourrait y avoir une migration des coraux vers le nord du Japon. Migrer vers le nord, oui, mais faut-il encore que les conditions y soient propices? Le CO2 dégagé par les activités humaines a aussi changé la chimie de l'eau. L'océan s'acidifie. Ici, dans le secteur de Shikine, qui héberge les coraux les plus septentrionaux au monde, les scientifiques ont fait un bond dans le temps. L'eau, naturellement acidifiée par l'activité volcanique, correspond aux conditions envisagées pour l'océan de 2100.
Donc ici, en étudiant l'écosystème dans sa globalité, algues, corail, poissons, dans des zones acidifiées notamment, on va essayer de comprendre si ces zones septentrionales pourraient servir de refuge pour les coraux, ou bien si l'acidification des océans va en fait empêcher l'installation de ces coraux. Les premiers constats sont inquiétants. Le nombre d'espèces de coraux identifiés dans la zone acidifiée de Chiquiné est 10 fois moins important qu'un peu plus loin en milieu ordinaire. Pour l'équipe de chercheurs, le temps presse. Selon eux, d'ici 40 ans, plus de la moitié des récifs coralliens actuels pourraient disparaître. Voilà, c'est sur ces images de fonds marins que se referme ce journal que nous avons été ravis de vous présenter. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À bientôt.